Mon frère jumeau est apparu couvert de blessures. Quand j'ai découvert que les frères de sa femme le maltraitaient, nous avons échangé nos places et leur avons donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais. J'étais assis à la table de ma cuisine, à la moitié d'une tasse de café qui avait refroidi, lorsque le coup frappé est venu. Ce n'était pas le rythme assuré d'un ami qui passe ou le tapotement pressé d'un livreur. C'était hésitant, presque contrit, comme si celui qui se tenait de l'autre côté de la porte n'était pas certain de mériter d'être là du tout. Je me souviens avoir posé la tasse, la céramique produisant un petit bruit contre le bois, et avoir marché vers l'entrée avec un vague sentiment de malaise qui s'enroulait déjà dans ma poitrine. Quand j'ai ouvert la porte, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Non pas parce qu'il était si différent de moi. Nous sommes des jumeaux identiques, après tout, des miroirs l'un de l'autre à presque tous égards physiques, mais parce que la personne qui se tenait là semblait plus petite d'une certaine manière, diminuée, comme si quelqu'un avait pris mon frère et l'avait vidé de l'intérieur. Ses épaules étaient voûtées, sa tête légèrement inclinée, et lorsqu'il a finalement levé les yeux vers moi, j'ai vu les bleus. Ce n'était pas le genre de bleu que l'on se fait en trébuchant sur un trottoir ou en se cognant contre un coin de table. Ceci était délibéré, une tache d'un violet sombre étalée sur sa pommette gauche, dont les bords s'estompaient en un jaune vert maladif. Sa lèvre inférieure était fendue, couverte de sang séché. Et lorsqu'il a déplacé son poids, j'ai remarqué la façon dont il grimaçait, la façon dont il serrait ses côtes comme si elles allaient se fendre au moindre mouvement brusque. Ses jointures étaient à vif, la peau raclée par endroits, et il y avait dans ses yeux un regard hanté que je n'avais jamais vu auparavant, même lorsque nous étions enfants et que les choses étaient difficiles. J'ai reculé sans réfléchir, ouvrant la porte plus largement, et il est entré dans la maison comme un fantôme dérivant à travers une vie qui ne lui appartenait plus. J'ai refermé la porte derrière lui, l'ai verrouillée et me suis tourné pour lui faire face. Il se tenait au milieu de mon salon, les bras serrés autour de lui, fixant le sol. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence s'est étiré, lourd et suffocant, jusqu'à ce que je parvienne enfin à prononcer son nom. Il a tressailli au son de celui-ci. Et cette petite réaction, si différente de celle du frère confiant et charismatique que j'avais connu toute ma vie, m'a envoyé un pic de peur froide droit au cœur. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Ma voix est sortie plus rauque que je ne l'aurais voulu, tranchante d'inquiétude et d'une colère naissante. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il s'est affaissé sur le bord de mon canapé, bougeant prudemment comme si chaque partie de lui le faisait souffrir. Il a posé ses coudes sur ses genoux et a laissé sa tête pendre en avant. Ses mains étaient serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure, brisée et à vif d'une manière qui me faisait mal à la poitrine. Il a dit que c'étaient ses beaux-frères, les frères de sa femme. J'ai senti mon estomac se tordre. Je les connaissais vaguement. Des hommes bruyants et autoritaires qui dominaient chaque réunion de famille, qui parlaient par-dessus tout le monde et agissaient comme s'ils possédaient l'espace qu'ils occupaient. J'avais toujours pensé qu'ils étaient juste le genre de personnes que l'on tolère parce qu'on y est obligé, pas parce qu'on le souhaite. Mais ça, c'était autre chose. Mon frère m'a raconté que cela avait commencé doucement. Une poussée par-ci, une parole dure par-là, toujours présentée comme une blague, toujours minimisée comme des jeux virils un peu brusques entre hommes. Il se moquait de lui au dîner de famille, dénigrait sa carrière, le traitait de mou, de faible, de pas assez homme. Sa femme riait parfois avec eux, ou pire, ne disait rien du tout. Elle regardait juste ailleurs pendant qu'il le démolissait pièce par pièce. Il pensait qu'il pouvait l'endurer. Il pensait que s'il faisait profil bas, restait silencieux, faisait ses preuves d'une manière ou d'une autre, il finirait par le laisser tranquille. Mais cela a empiré. Ils ont commencé à venir à la maison sans prévenir, faisant irruption comme s'ils étaient chez eux, buvant sa bière, mangeant sa nourriture et lui faisant comprendre qu'il n'avait pas son mot à dire dans sa propre maison. Il le surveillait quand sa femme n'était pas là, testant les limites, poussant plus fort à chaque fois. Un soir, le frère aîné l'a poussé contre un mur quand il leur a demandé de partir. Mon frère a essayé de tenir bon, a essayé de leur dire qu'ils ne pouvaient pas marcher sur lui comme ça. Et c'est là que le premier véritable passage à tabac a eu lieu. Ils l'ont coincé dans le garage, lui ont dit qu'il embarrassait la famille, qu'il devait apprendre sa place. Le plus jeune l'a tenu pendant que l'aîné le frappait, avec méthode et froideur, comme s'il donnait une leçon. Ils l'ont averti de ne rien dire à personne, surtout pas à sa femme. Ils ont dit que personne ne le croirait de toute façon. Et s'il essayait d'en faire un problème, il s'assurerait qu'il perde tout, son mariage, son enfant, sa réputation.
Il le dépeindrait comme instable, violent, un menteur. Et parce que c'étaient ses frères, parce que la famille faisait toujours bloc autour des siens, il savait qu'il pouvait le faire. Alors, il est resté silencieux. Il a encaissé les bleus, les menaces et l'humiliation, et il a essayé de survivre. Il m'a raconté tout cela par fragments, sa voix se brisant, ses mains tremblantes. Il a dit qu'il ne savait plus quoi faire. Il avait peur tout le temps, peur qu'ils aillent plus loin, peur qu'il blesse son enfant, peur que sa femme les choisisse plutôt que lui s'il la forçait à prendre position. Il a dit qu'il se sentait piégé, comme s'il vivait dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller, et qu'il ne voyait aucune issue. C'est là qu'il a levé les yeux vers moi, les yeux cernés de rouge et désespérés, et m'a demandé si je pouvais l'aider. Pas d'une manière vague et éventuelle, mais maintenant. Immédiatement, il a dit qu'il avait besoin de disparaître pendant un moment, de s'éloigner et de respirer, de déterminer la suite. Mais il ne pouvait pas simplement partir. Il s'en prendrait à lui. Ou pire, il se vengerait sur sa fille. Il avait besoin de quelqu'un pour prendre sa place, juste pour un petit moment, juste assez longtemps pour lui faire gagner du temps. Et parce que nous étions jumeaux, parce que nous avions passé toute notre vie à être confondus l'un avec l'autre. Parce que personne en dehors de notre famille immédiate ne pouvait vraiment nous distinguer sans regarder de près, il pensait que peut-être je pouvais le faire. Il m'a demandé de devenir lui, d'entrer dans sa vie et d'endurer à sa place ce qu'il avait enduré, pendant qu'il s'éclipsait en lieu sûr et essayait de guérir. J'aurais dû dire non. Toute personne raisonnable l'aurait fait. Le plan était insensé, dangereux et, au mieux, juridiquement discutable. Mais je n'ai pas dit non. J'ai regardé mon frère, mon jumeau, mon autre moitié, la personne avec qui j'avais partagé un ventre, qui me connaissait mieux que quiconque au monde, et j'ai vu à quel point il était brisé. J'ai vu les bleus, la peur et l'épuisement, et je ne pouvais pas le laisser retourner seul dans cette maison. Je ne pouvais pas laisser ces hommes continuer de le blesser, de le miner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors, j'ai dit oui. Je lui ai dit que j'allais le faire. J'allais échanger ma place avec lui, m'installer dans sa vie, faire face à ses bourreaux, et lui faire gagner le temps nécessaire pour s'échapper. Et plus que cela, j'allais m'assurer que ces salauds paient pour ce qu'ils avaient fait. Je n'allais pas juste survivre à sa place. J'allais tendre un piège. J'allais rassembler des preuves, exposer leur cruauté et démanteler le pouvoir qu'ils détenaient sur lui, pièce par pièce. J'allais leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Nous avons passé les 2 jours suivants à planifier. Mon frère m'a expliqué chaque détail de sa vie, les routines et les rythmes qui constituaient son existence quotidienne. Il m'a parlé de son horaire de travail, des habitudes de sa femme, de la façon dont elle aimait son café, des choses dont elle se plaignait, des mots qu'elle utilisait lorsqu'elle était en colère. Il a décrit son enfant, une fille de 8 ans, brillante et curieuse, nommée Emma, qui aimait dessiner et posait trop de questions, et qui méritait tellement mieux que de grandir dans une maison pleine de peur. Il m'a expliqué la disposition de la maison, où les choses étaient rangées, quels voisins étaient curieux et lesquels s'occupaient de leurs affaires. Il m'a donné son téléphone, son portefeuille, ses clés, et m'a guidé à travers ses mots de passe et codes peints. Il m'a montré les messages de ses beaux-frères, les menaces vagues et les blagues moqueuses qui remplissaient son historique de texte. Et j'ai senti ma colère se solidifier en quelque chose de froid et de tranchant. Ces hommes se croyaient intouchables. Ils pensaient pouvoir terroriser mon frère sans conséquence. J'allais leur prouver le contraire. Nous avons également discuté de la manière de rendre l'échange crédible. La ressemblance physique était facile. Nous nous étions toujours ressemblés, jusqu'à la petite cicatrice au-dessus de notre sourcil droit et la façon dont nous sourions lorsque nous étions nerveux, mais je devais imiter son énergie, son langage corporel, les petits gestes qui faisaient de lui ce qu'il était. J'ai pratiqué sa façon de se tenir légèrement voûté, le poids sur son pied arrière, comme s'il était toujours prêt à battre en retraite. J'ai imité sa façon de se frotter la nuque quand il était stressé, la façon dont il évitait le contact visuel quand quelqu'un élevait la voix. J'ai appris à tressaillir aux mouvements brusques, à garder ma voix basse et apologétique, à me faire plus petit. Cela me semblait faux, comme si j'enfilais la peau de quelqu'un qui avait été brisé. Mais c'était nécessaire. Si j'entrais là en agissant comme moi-même confiant, combatif, refusant de me laisser marcher sur les pieds, il saurait que quelque chose clochait. Je devais être lui complètement, jusqu'au moment où je serais prêt à frapper. Mon frère m'a aussi raconté des histoires, des souvenirs qui m'aideraient à mieux comprendre le contexte de sa vie. Il m'a raconté comment il avait rencontré Jennifer à l'université, comment elle avait été différente à l'époque, indépendante,
drôle, quelqu'un qui semblait avoir son propre esprit. Mais après leur mariage et leur déménagement près de sa famille, les choses ont changé. Ses frères l'avaient toujours surprotégée, à la limite de la possessivité, et ils traitaient chaque homme qu'elle fréquentait comme un intrus qui devait faire ses preuves. Lorsque mon frère l'a épousée, Marcus et Derek ont décidé qu'ils devaient être mis à l'épreuve, qu'ils devaient comprendre qu'ils se mariaient dans leur famille et qu'ils devraient suivre leurs règles. Au début, ce n'était que de petites choses. Apparaître sans être invité, prendre des décisions concernant les réunions de famille sans le consulter, le traiter comme un enfant ayant besoin de conseils. Jennifer ne ripostait pas, car c'était normal pour elle. Elle avait grandi avec ses frères gérant tout, prenant les décisions, exerçant un contrôle. Elle ne voyait pas cela comme intrusif ou inapproprié. Elle voyait cela comme la famille étant proche. Avec le temps, la dynamique est devenue plus toxique. Marcus, qui était l'aîné, s'était établi comme le patriarche de la famille élargie après que leur père eut eu un accident vasculaire cérébral et se fut moins impliqué. Il a clairement indiqué qu'il s'attendait à de la déférence, que sa parole faisait loi. Derek, l'enfant du milieu, s'est aligné et est devenu l'exécuteur de Marcus, celui qui réalisait ses souhaits et le soutenait. Jennifer, en tant que plus jeune et seule fille, avait toujours été traitée comme quelqu'un qui avait besoin de protection et de conseils. Lorsque mon frère a essayé de s'affirmer, d'établir des limites ou de prendre des décisions concernant son propre foyer, Marcus et Derek ont vu cela comme de l'insubordination. Ils ont commencé à le punir pour cela, d'abord socialement, faisant des blagues à ses dépens, l'excluant des conversations, le traitant comme s'il n'avait aucune importance. Puis cela a dégénéré en intimidation physique et finalement en violence pure et simple. Mon frère m'a raconté la première fois que Marcus l'avait frappé. C'était lors d'un barbecue familial et mon frère avait commis l'erreur d'être en désaccord avec Marcus sur quelque chose de trivial, le sport, la politique, quelque chose qui n'aurait pas dû avoir d'importance. Marcus s'était énervé, son visage rougissant, et il avait attrapé mon frère par la chemise et l'avait poussé violemment contre le côté de la maison. Personne n'est intervenu. Derek a ri. Jennifer semblait mal à l'aise, mais n'a rien dit. Marcus s'est penché et a dit à mon frère qu'il devait apprendre le respect, qu'il avait de la chance de faire partie de cette famille, et que s'il ne rentrait pas dans le rang, il y aurait des conséquences. Mon frère avait été si choqué, si humilié qu'il n'avait pas su comment réagir. Il a juste hoché la tête, s'est excusé et a essayé d'apaiser les choses. C'est le moment, m'a-t-il dit, où il a réalisé qu'il était piégé. Si sa propre femme ne le défendait pas, si la famille regardait juste pendant qu'il était agressé, alors qu'il aiderait? L'abus est devenu routinier après cela. Marcus et Derek venaient plusieurs fois par semaine, et il y avait toujours un prétexte. Ils vérifiaient leur sœur. Ils voulaient emprunter des outils. Ils passaient juste du temps. Mais en réalité, il affirmait leur domination, s'assurant que mon frère comprenait sa place. Il critiquait tout chez lui, son travail, son apparence, son rôle de père, sa masculinité. Il prenait des choses dans la maison sans demander. Il mangeait le dîner sans offrir de contribuer. Il restait tard dans la nuit, buvant et devenant plus bruyant. Et mon frère devait rester assis et encaisser parce que toute objection serait accueillie par la moquerie ou la violence. Emma a appris à disparaître quand il venait, à se retirer dans sa chambre et à rester silencieuse. Elle a développé une anxiété autour des voix masculines fortes, des visiteurs inattendus, de tout conflit. Mon frère détestait ce que sa fille apprenait. Détestait qu'elle grandisse en pensant que c'était normal. Mais il ne savait pas comment arrêter cela sans aggraver la situation. Le 3e jour, nous avons fait l'échange. Mon frère a emballé un petit sac avec des vêtements et des essentiels, et je l'ai conduit à un chalet d'amis à 3 heures de route, un endroit que personne d'autre ne connaissait. Le chalet appartenait à un vieil ami de l'université qui avait déménagé à l'étranger pour le travail et l'utilisait rarement. Mon frère avait les clés et connaissait les codes d'alarme, et s'était suffisamment isolé pour qu'il puisse disparaître complètement. Il resterait là, hors réseau, pendant que je prenais sa place. Avant de le quitter, je lui ai fait promettre de consulter un médecin, de faire examiner ses blessures, et de commencer à réfléchir à la suite. Divorce, garde d'enfants, ordonnances restrictives, tout ce dont il avait besoin pour se protéger et protéger Emma. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux, la peur que rien de tout cela ne compte, que le système ne le protège pas, que sa famille trouve un moyen de gagner. J'ai serré son épaule et lui ai dit de me faire confiance. Je lui ai dit que je m'en occuperais. Qu'au moment où j'aurais fini,
Marcus et Derek regretteraient de jamais avoir posé la main sur lui. Puis je suis retourné dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à sa maison, mon cœur battant, mon esprit parcourant tout ce dont je devais me souvenir. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai vu les lumières allumées à l'intérieur, chaleureuses et familières. Une image de normalité de banlieue qui cachait tant de laideur sous la surface. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé ses clés et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. C'était ça. J'entrais dans sa vie, dans sa douleur, et je n'en sortirais pas avant d'avoir tout incendié. Sa femme était dans la cuisine quand je suis entré, debout au comptoir, le dos tourné, coupant des légumes pour le dîner. Elle ne s'est pas retournée, a juste lancé un salut distrait, demandant où j'étais. Je me suis forcé à adopter le ton doux et déférent de mon frère, et lui ai dit que j'avais fait quelques courses. Elle a émis un son non committal, ne me regardant toujours pas, et j'ai réalisé avec un sentiment d'abattement que c'était normal pour eux, cette distance, ce manque de connexion. Elle ne le regardait pas parce qu'elle n'en avait pas besoin. Il n'était qu'une présence en arrière-plan dans sa propre maison, quelqu'un à tolérer plutôt qu'à remarquer. Je l'ai observé un instant, cherchant un signe de la personne dont mon frère était tombé amoureux. Mais tout ce que j'ai vu, c'était quelqu'un qui avait décroché il y a longtemps, qui avait choisi le confort plutôt que la compassion. J'ai demandé où était Emma, et elle a fait un vague geste vers le salon, disant qu'elle regardait la télévision. Je suis passé devant elle, ma mâchoire serrée, et j'ai trouvé ma nièce recroquevillée sur le canapé, tablette à la main, absorbée par un dessin animé aux couleurs vives. Elle a levé les yeux quand je suis entré, m'a donné un petit sourire, et est retournée à son écran. Je me suis assis à côté d'elle, proche mais pas trop, et lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle a haussé les épaules et a dit que c'était bien, sa voix plate, et j'ai réalisé qu'elle avait appris la même tactique de survie que mon frère, fait profil bas. Ne fais pas de vagues. Reste silencieuse. Cela m'a brisé le cœur. Cette première soirée s'est déroulée dans une normalité intense. Jennifer a préparé le dîner et nous avons mangé à table dans un silence quasi complet. Emma picorait sa nourriture, Jennifer faisait défiler son téléphone, et j'essayais de me fondre dans le décor comme mon frère l'aurait fait. Après le dîner, j'ai aidé Emma avec ses devoirs, assis à la table de la cuisine pendant qu'elle travaillait sur des problèmes de mathématiques. Elle était intelligente, rapide avec les chiffres, mais elle vérifiait nerveusement la porte d'entrée, comme si elle attendait que quelque chose de terrible se produise. Je lui ai demandé si elle allait bien, et elle a répondu que oui, de cette même voix monocorde, la voix d'une enfant qui avait appris qu'exprimer sa peur ou son malaise ne servait à rien. Je voulais lui dire que les choses allaient changer, qu'elle n'aurait plus à avoir peur très longtemps, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Toute déviation du comportement normal de mon frère pourrait alerter Jennifer ou signaler à Marcus et Derek que quelque chose était différent. Alors, je l'ai juste aidé à finir ses devoirs, je lui ai dit qu'elle avait fait du bon travail, et je l'ai laissé se retirer dans sa chambre pour la nuit. Cette nuit-là, j'ai appris toute l'étendue du cauchemar que mon frère avait vécu. Vers 20h, j'ai entendu le bruit d'un pick-up s'arrêtant dehors, le moteur grondant, fort et agressif. Mon pouls a bondi, et j'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre, sachant déjà qui c'était. Ses frères. La porte s'est ouverte sans frapper. Et ils sont entrés comme s'ils possédaient l'endroit, bruyants et riant, traînant de la boue sur le sol. L'aîné, Marcus, était bâti comme un secondeur, tout en larges épaules et bras épais, avec une coupe en brosse et un air permanent de mépris. Le plus jeune, Derek, était plus mince, mais tout aussi intimidant, avec une mâchoire carrée et des yeux froids qui semblaient apprécier le malaise des autres. Ils se sont dirigés directement vers le réfrigérateur, attrapant des bières sans demander, et Marcus a interpellé la femme de mon frère, demandant ce qu'il y avait pour le dîner. Elle a répondu depuis la cuisine, son ton léger et conciliant, leur disant qu'il y avait des restes qu'ils pouvaient réchauffer. J'ai senti une vague de dégoût. Elle savait qu'ils étaient là. Elle s'en accommodait. Ils se sont installés dans le salon, s'étalant sur les meubles, et Marcus m'a regardé, son regard glissant sur moi avec un mépris désinvolte. Il a demandé où j'avais été toute la journée, son ton moqueur comme si j'étais un enfant interrogé par une figure d'autorité. J'ai gardé ma voix égale et j'ai dit que j'avais fait des courses. Derek a ri d'un rire dur et aboyé, et a dit que j'aurais dû me reposer, peut-être aller à la salle de sport, arrêter d'être un tel homme. Ils ont tous deux ri à cela, et je me suis forcé à rester immobile, à garder mon expression neutre, même si chaque instinct me criait de leur dire d'aller se faire voir et de sortir de cette maison. Mais je n'étais pas là en tant que moi-même. J'étais là en tant que mon frère, la personne qu'ils avaient brisée,
et j'avais besoin qu'il croie à la mise en scène. J'ai observé attentivement cette première nuit, cataloguant leur comportement, leur schéma, la façon dont ils interagissaient entre eux et avec Jennifer. Marcus était clairement l'alpha, celui qui prenait les décisions et s'attendait à ce que les autres s'alignent. Il parlait par affirmation, non par question, et il avait une façon d'occuper l'espace qui faisait que tout le monde se rétractait. Derek était son ombre, soutenant tout ce que Marcus disait, riant à ses blagues et imposant sa volonté. Ensemble, ils créaient une atmosphère de domination et d'intimidation suffocante. Jennifer se déplaçait autour d'eux comme une serveuse dans un restaurant, leur apportant des collations et des boissons, riant à leurs blagues, ne les défiant ni ne les contredisant jamais. J'ai vu la façon dont elle me regardait occasionnellement, vérifiant que je ne causais pas de problème, que je ne disais ou ne faisais rien qui puisse contrarier ses frères. Le message était clair, fais profil bas, ne fais pas de vagues, et peut-être qu'ils partiront bientôt. Ils sont restés jusqu'après minuit. Ils ont regardé du sport, bu la bière de mon frère et se sont complètement installés. À un moment donné, Marcus s'est levé et est allé dans la cuisine, fouillant dans le garde-manger comme s'il y vivait. Il a trouvé un sac de chips et l'a ramené au salon, le déchirant et mangeant des poignées tout en laissant tomber des miettes partout sur le canapé. Quand je me suis levé pour prendre un verre d'eau, Derek m'a appelé, me disant de lui apporter une autre bière. Pendant que j'étais debout, j'ai ravalé le reflux qui montait dans ma gorge et je l'ai fait, lui tendant la bière avec une expression neutre. Il l'a prise sans me remercier, et Marcus a souri comme si ma complaisance était amusante. C'était un test. J'ai réalisé que tout ce qu'il faisait était un test, une façon de renforcer la hiérarchie, de s'assurer que je savais que j'étais au plus bas. Quand ils sont finalement partis, la maison s'est sentie à la fois plus vide et plus lourde. Jennifer a nettoyé le désordre qu'ils avaient fait sans commentaire, et je l'ai aidée, voulant paraître normale, voulant m'intégrer. Elle n'a rien dit de leur visite, n'a pas reconnu les heures d'invasion et de manque de respect que nous venions d'endurer. C'était comme si cela n'était pas arrivé, ou comme si c'était si routinier que cela ne méritait pas d'être discuté. J'avais envie de crier. Je voulais lui demander comment elle pouvait permettre cela. Comment elle pouvait regarder son mari être traité comme une ordure dans sa propre maison et ne rien dire, ne rien faire. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Alors, j'ai juste fini de nettoyer, j'ai dit bonne nuit et je suis allé me coucher dans la chambre d'amis. Mon frère m'avait prévenu que Jennifer et lui n'avaient pas partagé de lit depuis des mois. Une autre victime de la dynamique toxique de la maison. Je suis resté éveillé longtemps cette première nuit, fixant le plafond, traitant tout ce que j'avais observé, la cruauté désinvolte, le droit de tout faire, la façon dont Jennifer permettait tout cela. J'ai pensé à Emma, endormie dans sa chambre, grandissant dans cet environnement. J'ai pensé à mon frère, à 3 heures de là dans ce chalet, probablement incapable de dormir, s'inquiétant de ce qui se passait ici. J'ai pensé à Marcus et Derek, à l'aise et suffisants, certains d'avoir complètement brisé mon frère, qu'ils ne riposteraient jamais. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des notes, tout ce que j'avais observé, tout ce qu'ils avaient dit, la chronologie de leur visite. Ce n'était que le début. J'allais tout documenter, monter un dossier si complet qu'il ne leur laisserait aucune échappatoire, puis j'allais les détruire. Au cours des jours suivants, je les ai observés attentivement, apprenant leur schéma, leur cruauté, leur façon d'opérer. Ils passaient presque tous les soirs, restant parfois des heures, buvant et mangeant, et s'installant chez eux. Ils donnaient des ordres à Jennifer, la traitant comme une servante, et elle obéissait sans se plaindre, parfois même riant avec leurs blagues. Ils ignoraient Emma la plupart du temps, ce qui était une grâce. Mais parfois, Marcus lui ébouriffait les cheveux trop rudement ou faisait un commentaire sur sa mollesse, et je voyais la façon dont ma nièce tressaillait, la façon dont elle se repliait sur elle-même. J'ai commencé à comprendre comment mon frère avait fini si brisé. Ce n'était pas seulement de la violence physique. C'était de la guerre psychologique, une érosion constante de la dignité et de l'autonomie. Il le faisait se sentir impuissant dans sa propre maison, et tout le monde autour de lui le permettait. La première fois qu'ils m'ont frappé, j'étais prêt. C'est arrivé la 4e nuit. Marcus était plus ivre que d'habitude, et il me harcelait toute la soirée, faisant des commentaires sur mon travail, mon apparence, ma valeur en tant qu'homme. J'ai gardé mes réponses courtes et non conflictuelles, mais cela n'avait pas d'importance. Il voulait une réaction, et quand il n'en a pas eu, il a décidé d'aller plus loin. Il s'est levé brusquement, a traversé la pièce et m'a poussé violemment dans la poitrine. J'ai trébuché en arrière,
me rattrapant contre le mur, et il s'est rapproché, son visage à quelques centimètres du mien. Il a demandé si j'avais un problème, son souffle chaud et aigre d'alcool. J'ai dit non, gardant ma voix stable, et il m'a poussé à nouveau, plus fort cette fois. Derek riait du canapé, l'encourageant. Puis Marcus m'a frappé, un revers violent sur le visage qui m'a fait bourdonner les oreilles. J'ai senti le goût du sang, senti la piqûre se répandre sur ma joue, et je me suis forcé à ne rien faire. Je suis resté là, tête baissée, mains le long du corps, jouant le rôle de l'homme brisé qu'ils attendaient. Marcus m'a traité de pathétique et s'est éloigné satisfait. Jennifer avait regardé tout ça depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste retournée et retournée faire la vaisselle. Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, je me suis assis dans la salle de bain avec mon téléphone enregistrant une note vocale. J'ai décrit ce qui s'était passé, les détails de l'agression, les témoins qui n'avaient rien fait. Ma voix était stable pendant que je parlais, presque clinique. Mais à l'intérieur, je tremblais de rage. Non pas à cause de la douleur, j'avais déjà été frappé, j'avais été dans des bagarres, je savais encaisser un coup, mais à cause de l'injustice, de la cruauté désinvolte, du fait que cela avait été la réalité de mon frère pendant si longtemps. Je savais que j'avais besoin de preuves, pas seulement pour le système légal, mais pour moi-même, pour me rappeler pourquoi je faisais cela, pour garder la colère concentrée et contrôlée. Au cours des semaines suivantes, j'ai construit un enregistrement prudent et méthodique de leur comportement. J'ai enregistré leurs conversations quand ils ne savaient pas que j'écoutais, capturant les menaces, les insultes et les aveux de violences passées. J'ai pris des photos des bleus qu'ils laissaient sur moi, de nouveaux bleus qui ressemblaient à ceux de mon frère, et je les ai horodatés. J'ai conservé chaque message texte, chaque message vocal, chaque communication qui révélait leur cruauté. J'ai également commencé à creuser dans leur vie, me renseignant sur leurs emplois, leur réputation, les gens qui les soutenaient. Marcus travaillait pour une entreprise de construction appelée Apex Builders, où il était contremaître, connu pour être dur, mais aussi pour bâcler le travail et intimider les ouvriers. J'ai commencé à poser des questions occasionnelles sur son travail quand il venait, feignant l'intérêt, et il se vantait de la façon dont il dirigeait ses équipes, comment il ne se laissait marcher sur les pieds par personne, comment il virait les gens sur le champ s'ils ne faisaient pas exactement ce qu'il disait. Il racontait des histoires où il hurlait sur les ouvriers, les menaçait, ou les moments où il était devenu physique quand quelqu'un remettait en question son autorité. J'ai tout enregistré, chaque mot incriminant. Derek était agent de crédit à la First National Bank, quelqu'un qui présentait une image propre et professionnelle, mais qui avait un historique de transactions louches que sa famille l'aidait à dissimuler. Il était plus prudent que Marcus, moins susceptible de se vanter ouvertement. Mais après quelques verres, il laissait échapper des choses. Des commentaires sur des prêts qu'il avait approuvés pour des amis, même s'ils n'étaient pas qualifiés. Sur des pots de vin qu'il avait reçus, sur des moments où il avait pressé des clients vulnérables dans des transactions qui lui profitaient. J'ai également enregistré ces conversations, construisant un dossier qui finirait par détruire sa carrière. J'ai aussi commencé à établir des relations avec des personnes qui pourraient m'aider le moment venu. Il y avait une voisine, Madame Alvarez, une femme âgée, qui vivait 2 maisons plus loin, et qui avait toujours semblé gentille mais attentive. J'ai pris l'habitude de lui parler quand je la voyais dehors, mentionnant en passant à quel point les choses avaient été stressantes à la maison. Elle m'a lancé un regard long et scrutateur, ses yeux sombres pleins d'inquiétude, et a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais le lui faire savoir. Elle avait cette qualité que certaines femmes âgées possèdent, cette énergie de grand-mère qui vous fait sentir que vous pouvez leur faire confiance, qu'elles ont vu assez de vie pour comprendre des situations compliquées sans jugement. Je l'ai remercié et j'ai archivé cette connexion. Sur le lieu de travail de mon frère, un cabinet comptable de taille moyenne appelé Patterson et Associés, j'ai identifié un collègue nommé Sam, qui avait toujours été amical, quelqu'un qui semblait décent et observateur. Sam avait à peu près l'âge de mon frère, avec un sourire facile et une réputation d'être le gars qui prenait des nouvelles des gens, qui remarquait quand quelqu'un était en difficulté. J'ai laissé échapper avec précaution lors d'une conversation à la machine à café que les choses étaient dures à la maison. L'expression de Sam est passée à une inquiétude sincère, et il a offert de prendre un café si j'avais besoin de parler. J'ai accepté, plantant des graines dont je savais que j'aurais besoin plus tard. J'étais en train de construire un réseau de témoins, des personnes qui se souviendraient des difficultés de mon frère, qui seraient prêtes à parler le moment venu. L'abus a continué, s'intensifiant par petits incréments. Il me frappait plus souvent, toujours quand Jennifer n'était pas dans la pièce ou quand elle était assez proche pour entendre,
mais choisissait de l'ignorer. Il se moquait de moi sans relâche, me traitait de faible, de stupide, de bon à rien. Marcus avait une habitude particulièrement cruelle de me comparer à d'autres hommes de leur cercle social, soulignant à quel point ils étaient plus performants, plus masculins ou plus capables. Derek a développé un jeu où il m'envoyait des messages textes de plus en plus dégradants tout au long de la journée, m'ordonnant de faire des choses, avoir le dîner prêt pour 19 h, m'assurer qu'il y ait de la bière dans le frigo, dire à Jennifer qu'il amenait quelqu'un demain, me traitant comme un serviteur dans ma propre maison. J'ai sauvegardé chaque message, des captures d'écran soigneusement organisées par date et heure, construisant une trace numérique qu'il serait impossible de nier. Ils ont aussi commencé à manipuler la maison elle-même, affirmant leur propriété de manière physique. Marcus réorganisait les meubles quand il venait, déplaçant des choses dans différentes pièces, prétendant qu'il corrigeait la disposition. Derek prenait des objets, des outils dans le garage, des appareils électroniques, même des vêtements. Et quand je remarquais qu'il manquait et que je le mentionnais, il niait les avoir pris ou prétendait que j'avais dit qu'il pouvait les emprunter. C'était de la manipulation mentale, gaslighting, me faisant douter de ma propre mémoire et perception. Et j'ai réalisé que c'était quelque chose qu'il faisait à mon frère depuis longtemps. J'ai commencé à inventorier tout ce qui se trouvait dans la maison, documentant ce qui appartenait où, afin d'avoir des preuves de leur vol. J'ai également installé une petite caméra cachée dans le salon, dissimulée derrière un cadre photo, incliné pour capturer la zone principale des sièges. C'était un risque. S'il la trouvait, il saurait que quelque chose se préparait. Mais j'avais besoin de preuves vidéo, pas seulement audio. J'avais besoin de séquences de me frappant, de volant, de la manière désinvolte dont ils envahissaient et dominaient l'espace. La violence de Marcus est devenue plus calculée au fil des semaines. Il a commencé à me frapper dans des endroits qui ne se verraient pas aussi facilement, côte, dos, épaules. Il me coinçait dans le garage ou le sous-sol, des endroits où le bruit n'atteindrait pas la chambre d'Emma, et il prenait son temps. Derek montait la garde, enregistrant parfois sur son téléphone, riant de mes tentatives de me protéger. Ils en ont fait un jeu, voyant combien ils pouvaient me blesser sans laisser de marques évidentes, testant les limites de ce qu'ils pouvaient faire impunément. Une fois, Marcus a amené un de ses copains de chantier, un type nommé Tony, qui était tout aussi brutal. Ils ont fait un tour, 3 contre 1. Et quand ce fut fini, Marcus s'est penché près de mon oreille et a dit, « C'est ce qui arrive quand tu oublies ta place. Tu te souviendras de ça. » Je m'en suis souvenu. Je me suis souvenu de tout et j'ai tout enregistré. La caméra cachée avait capturé toute l'agression, et j'avais réussi à garder mon téléphone dans ma poche enregistrant l'audio. C'était brutal à regarder plus tard, de me voir encaisser ces coups, mais c'était nécessaire. C'était la preuve qu'il les mettrait hors d'état de nuire. Emma a commencé à montrer des signes plus évidents de stress. Au fil des semaines, elle est devenue plus silencieuse, plus renfermée. Ses dessins, qui avaient été lumineux et imaginatifs, sont devenus sombres, des bonshommes allumettes avec des visages renfrognés, des maisons sans porte, une pluie qui ne s'arrêtait jamais. Un dessin m'a particulièrement bouleversé. Il montrait une petite silhouette étiquetée, moi, se tenant loin de 2 grandes figures étiquetées, méchants hommes, avec une autre figure étiquetée, papa, assise par terre avec des X pour les yeux. Quand je lui ai posé des questions à ce sujet, assis à côté d'elle à la table de la cuisine, essayant de garder ma voix douce, elle a juste haussé les épaules et a dit qu'elle n'aimait pas quand oncle Marcus et oncle Derek venaient. Elle a dit qu'ils étaient bruyants et méchants et qu'ils rendaient papa triste. Elle a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux inquiets et a demandé, « Pourquoi viennent-ils ici s'ils ne sont pas gentils ?» Je n'avais pas de réponse qu'une enfant de 8 ans comprendrait. Je ne savais pas comment expliquer que sa mère le permettait, que son père s'était senti impuissant à l'arrêter. Alors, je l'ai juste serré dans mes bras avec précaution, conscient de mes côtes meurtries, et je lui ai dit que les choses allaient bientôt s'améliorer. Je lui ai promis, et je le pensais. J'ai pris des photos de ses dessins, les ai ajoutées à mon dossier de preuves avec des dates et des notes de contexte. Il ne s'agissait plus seulement de violence physique. Il s'agissait de documenter les dommages psychologiques infligés à un enfant. Des preuves qui seraient cruciales dans la bataille pour la garde que je savais imminente. Le rôle de Jennifer dans tout cela est devenu plus clair plus je vivais dans cette maison. Elle ne permettait pas seulement passivement l'abus. Elle l'encourageait activement. J'ai commencé à prêter plus d'attention à ses interactions avec ses frères, aux choses qu'elle disait et ne disait pas. Quand Marcus faisait une blague cruelle à mes dépens pendant le dîner, elle riait. Pas seulement un petit rire poli, mais un amusement sincère.
Quand Derek lui envoyait un message pour lui demander si son mari se comportait bien, elle répondait par des choses comme « il essaie » ou « tu sais comment il est », avec des émoticônes hilars. J'ai trouvé ces messages un soir où elle avait laissé son téléphone sur le comptoir de la salle de bain pendant qu'elle prenait sa douche. J'ai pris des captures d'écran, mes mains tremblantes de colère, et les ai envoyées à mon propre téléphone avant de supprimer la preuve que j'avais accédé à son appareil. Elle était complice. Elle ne portait peut-être pas les coups, mais elle tenait la porte ouverte à ceux qui le faisaient. J'ai commencé à documenter son rôle aussi. J'ai enregistré des conversations où elle rejetait mes préoccupations, où elle me disait que j'étais trop sensible, où elle suggérait que peut-être si j'essayais juste plus fort de m'entendre avec ses frères, les choses iraient mieux. Un soir, après que Marcus m'ait poussé assez fort pour renverser une lampe, j'ai essayé de lui en parler. Une fois que nous étions seuls, j'ai dit prudemment, essayant d'avoir l'air abattu plutôt qu'en colère, ça devient incontrôlable. Tes frères sont. Elle m'a coupé avant que je puisse finir. Ils jouent juste. Tu prends tout tellement au sérieux. C'est la famille. Ils ont le droit de te taquiner. J'ai poussé un peu plus loin, lui demandant si elle pensait vraiment que c'était normal qu'il me frappe, et elle a levé les yeux au ciel. Te frapper? Mon Dieu, tu es dramatique. Marcus t'a à peine touché. Tu dois t'endurcir. Chaque mot était capturé sur mon téléphone, qui enregistrait dans ma poche de chemise. Je construisais une image complète de sa complicité, la preuve qu'elle était une participante active au tourment de mon frère, et non une simple spectatrice innocente. J'ai aussi commencé à creuser dans sa relation avec sa famille, essayant de comprendre comment cette dynamique s'était formée, ce qui l'avait poussé à choisir ses frères plutôt que son mari. Je lui ai posé des questions, faisant semblant d'être intéressé par l'histoire familiale, et elle s'est ouverte plus que ce à quoi je m'attendais. Elle m'a raconté comment ses frères l'avaient toujours protégée en grandissant, comment ils avaient effrayé les garçons qu'ils n'approuvaient pas, comment ils avaient combattu quiconque lui donnait du fil à retordre. Elle en parlait avec affection, nostalgie, comme si leur comportement surprotecteur était romantique plutôt que contrôlant. Elle a dit que lorsqu'elle avait présenté mon frère à sa famille, Marcus et Derek avaient été sceptiques, inquiets qu'il ne soit pas assez bien pour elle. Elle avait dû les convaincre de lui donner une chance, de l'accepter dans la famille. Mais, a-t-elle dit avec un soupir, il ne s'était jamais vraiment prouvé, n'avait jamais vraiment trouvé sa place comme elle l'avait espéré. Le sous-texte était clair. Mon frère avait échoué à des tests que ses frères avaient fixés, et maintenant il en payait le prix. Elle voyait leur abus comme sa faute, comme quelque chose qu'il avait provoqué lui-même en n'étant pas assez homme pour gagner leur respect. Cette réalisation a endurci quelque chose en moi. Jennifer n'était pas une victime. Elle n'était ni confuse ni manipulée. Elle avait fait un choix conscient de prioriser l'approbation de ses frères sur la sécurité de son mari, sur le bien-être de sa fille. Elle avait choisi la famille dont elle venait plutôt que la famille qu'elle avait créée, et elle l'avait fait en sachant parfaitement ce que cela signifiait. J'ai cessé d'avoir la moindre sympathie pour elle après ça. Quoi qu'il lui arrive dans les procédures légales à venir, elle l'aurait mérité. À la 6e semaine, j'avais amassé une quantité stupéfiante de preuves, des heures d'enregistrement audio, des dizaines de photos, des centaines de messages textés de mai, des séquences vidéo de la caméra cachée montrant des agressions, des vols et l'atmosphère générale d'intimidation. J'avais des déclarations de témoins de Madame Alvarez, une voisine, qui avait entendu les cris et vu le pick-up de Marcus à des heures indues, qui avait remarqué que mon frère semblait de plus en plus abattu et effrayé. J'avais le témoignage de Sam au travail, qui avait remarqué les bleus et les changements dans le comportement de mon frère, qui avait la documentation des jours où j'avais appelé pour dire que j'étais malade parce que j'étais trop blessé pour venir. J'avais aussi des dossiers médicaux. J'avais pris la peine d'aller dans une clinique sans rendez-vous après un passage à tabac particulièrement brutal, celui où Tony avait été impliqué. J'avais prétendu que j'étais tombé dans les escaliers, mais la docteure avait été sceptique. Elle avait documenté des blessures incohérentes avec une simple chute, contusion des deux côtés de ma cage thoracique, blessures défensives sur mes avant-bras, blessures faciales qui suggéraient que j'avais été frappé plusieurs fois. Elle m'avait en fait tiré à part et m'avait demandé directement si quelqu'un me blessait, si j'étais en sécurité à la maison. J'avais nié, jouant le rôle de la victime embarrassée et honteuse, mais j'avais également demandé des copies de tous les dossiers médicaux et des photos qu'ils avaient prises. Elle me les avait données avec un regard entendu et une carte pour une ligne d'assistance téléphonique pour la violence domestique. Je l'avais remerciée et j'avais tout ajouté à mon dossier de preuves. J'avais aussi des dossiers financiers montrant un modèle de vol et d'exploitation. Marcus et Derek se servaient de l'argent de mon frère depuis des mois,
faisant des retraits de son compte. Ils avaient son porte-monnaie ou sa carte ATM, probablement pris de son portefeuille lors d'une de leurs visites, et facturaient des choses sur ses cartes de crédit. Lorsque j'ai commencé à suivre cela, j'ai trouvé des milliers d'euros en frais non autorisés et en retrait au cours de la dernière année. J'ai documenté chaque transaction, les ai recoupées avec les dates où Marcus et Derek avaient été à la maison, et j'ai construit une chronologie qui montrait un abus financier systématique. C'était important car cela établissait un modèle d'exploitation au-delà de la seule violence physique, montrant qu'ils voyaient mon frère comme quelqu'un qu'ils pouvaient utiliser et victimiser de multiples façons. J'ai également commencé à contacter des personnes dans leur vie professionnelle, avec prudence et anonymement. J'ai d'abord contacté l'employeur de Marcus par le biais d'une ligne d'éthique générale qu'Apex Builders avait mise en place après une controverse précédente. J'ai fourni des dates et des incidents spécifiques où Marcus avait démontré un comportement violent ou des violations de la sécurité sur les chantiers, des informations que j'avais recueillies grâce à ses propres vantardises. Je ne me suis pas identifié, je l'ai juste présenté comme un citoyen concerné qui avait été témoin d'un comportement troublant. J'ai mentionné que Marcus avait un historique de violence qui s'étendait à sa vie personnelle, qu'il avait été enregistré en train de menacer et d'agresser quelqu'un, et que l'entreprise pourrait vouloir enquêter avant d'être confrontée à la responsabilité. L'opérateur de la ligne d'assistance a pris des notes détaillées et m'a assuré que la plainte ferait l'objet d'une enquête. Je leur ai donné juste assez d'informations pour être crédible, mais pas trop pour qu'ils puissent remonter jusqu'à moi. J'ai fait de même avec la banque de Derek. First National avait un département de conformité d'entreprise qui prenait les violations éthiques au sérieux, surtout à la suite de divers scandales bancaires qui avaient fait les manchettes nationales. J'ai envoyé une plainte détaillée via leur système de signalement anonyme décrivant les pratiques douteuses de Derek, les prêts dont il se vantait d'avoir approuvé pour des amis qui n'étaient pas qualifiés, les pots de vin, les tactiques de pression sur des clients vulnérables. J'ai inclus des captures d'écran de messages textes où Derek avait discuté de ces choses, ces mots l'incriminant par sa propre voix. J'ai également mentionné que Derek avait un historique de comportement violent dans sa vie personnelle, y compris des accusations d'agression en cours, et suggéré que la banque pourrait vouloir enquêter pour savoir si quelqu'un avec un jugement et un contrôle des impulsions aussi médiocres devrait être dans une position de confiance avec l'argent des clients. La plainte a été signalée comme étant hautement prioritaire, et j'ai appris plus tard par des connaissances mutuelles que Derek avait été convoqué pour être interrogé par les affaires internes. Je construisais une toile de conséquences, m'assurant que lorsque tout sortirait, ce ne serait pas seulement une question d'accusation criminelle. Leur vie entière se désintégrerait, leur carrière, leur réputation, leur statut social, tout s'effondrerait sous le poids de leurs propres actions. Je voulais qu'ils perdent tout ce qu'ils valorisaient. Qu'ils ressentent la même impuissance et le même désespoir que mon frère avait ressenti, pour comprendre qu'il y a des conséquences à la cruauté. La 7e semaine a apporté un nouveau niveau de cruauté qui a franchi une ligne que je ne m'attendais pas à ce qu'il franchisse. Marcus a décidé que je devais recevoir une leçon devant Emma. C'était un samedi après-midi et Jennifer était sortie faire du shopping avec des amis, me laissant seul avec Emma. J'aurais dû savoir qu'ils allaient se pointer. Il semblait toujours avoir un 6e sens pour savoir quand Jennifer était partie, quand il n'y avait pas de témoins qui les importaient. Marcus et Derek sont arrivés vers 14 heures, déjà ivres, même si c'était le début de l'après-midi. Ils sont entrés bruyants et agressifs. Et Emma s'est immédiatement tendue, posant les livres qu'elle lisait et les regardant avec des yeux grands et effrayés. J'ai dit à Emma d'aller dans sa chambre, essayant de garder ma voix calme, mais Marcus lui a dit de rester. Il a dit qu'elle avait besoin de voir quelque chose, besoin d'apprendre quelque chose sur son père. Il a commencé par les insultes habituelles, me traitant de faible et de pathétique, mais il y avait un côté plus sombre dans sa voix ce jour-là, quelque chose de plus méchant que d'habitude. Il m'a attrapé par la chemise et m'a claqué contre le mur assez fort pour qu'un cadre photo tombe et se brise. Emma a levé les yeux, figée sur le canapé, ses yeux grands ouverts de terreur, et Marcus l'a regardée avec un sourire cruel. Il a dit, « Regarde ça, gamine. C'est ce qui arrive aux hommes qui n'ont pas de colonne vertébrale. » Puis il m'a frappé, un coup de poing fermé à l'estomac qui m'a coupé le souffle. Je me suis effondré sur les genoux, haletant, et Emma a crié. Elle a couru vers nous, pleurant, suppliant Marcus d'arrêter, ses petites mains tirant sur son bras. Pendant un moment terrible, j'ai pensé qu'il pourrait la frapper aussi. J'ai vu la colère éclairer ses yeux, j'ai vu sa main tressaillir, et j'ai bondi en avant malgré la douleur, me positionnant entre eux. Derek, qui regardait depuis l'embrasure de la porte avec ce sourire malade sur son visage, a dit à Emma d'aller dans sa chambre. Elle a refusé, se tenant entre moi et Marcus,
les larmes coulant sur son visage, tout son corps tremblant. « Laissez mon papa tranquille » a-t-elle crié, sa voix se brisant. « Vous êtes méchant ? Vous êtes de méchants hommes. » Marcus l'a regardé, et pendant un instant, le masque a glissé. J'ai vu quelque chose sur son visage, de l'incertitude peut-être, ou la plus faible trace de honte, mais elle s'est durcie à nouveau. Il l'a pointé du doigt et a dit, « Tu fermes ta bouche et tu vas dans ta chambre tout de suite, ou ton papa va en prendre plus. » Emma m'a regardé, terrifiée, et je lui ai dit doucement, essayant de garder ma voix stable malgré la douleur qui me traversait l'estomac, d'aller dans sa chambre et de fermer la porte. Elle ne voulait pas partir. Je pouvais voir le conflit sur son visage. Mais finalement, elle a couru à l'étage, sanglotant. J'ai entendu sa porte claquer et se verrouiller, et je me suis redressé, me positionnant au bas de l'escalier pour que s'ils allaient la chercher, ils devraient passer par moi. Marcus m'a traité à nouveau de pathétique. A fait quelques menaces de plus sur ce qui se passerait si je continuais à agir comme une fillette, et finalement, ils sont partis. Derek suivant son frère. Les deux riaient comme s'ils venaient de faire quelque chose d'hilarant au lieu de traumatiser une enfant. Au moment où leur pick-up s'est éloigné, je suis monté et j'ai frappé doucement à la porte d'Emma. Elle l'a ouverte, son visage rouge et gonflé d'avoir pleuré, et elle s'est jetée dans mes bras, sanglotant sur ma poitrine. Je l'ai tenue doucement, mon estomac meurtri me faisant mal, et l'ai laissée pleurer. Quand elle s'est finalement retirée, elle a levé les yeux vers moi et a posé une question qui m'a brisé le cœur, « Pourquoi tu ne les arrêtes pas, papa ? Pourquoi tu les laisses te faire du mal ?» Je n'avais pas de bonne réponse. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que son père se sentait piégé, impuissant, effrayé ? Comment expliquer que parfois les adultes ne parviennent pas à se protéger parce qu'ils ont peur d'aggraver les choses ? Je lui ai dit que parfois les adultes ont des problèmes compliqués, mais que je travaillais à arranger les choses et qu'elle n'aurait plus à avoir peur très longtemps. Je lui ai promis que oncle Marcus et oncle Derek ne pourraient plus nous faire de mal bientôt. Elle a hoché la tête, voulant croire, et j'ai senti le poids de cette promesse s'installer sur mes épaules. Je devais mettre fin à cela. Je ne pouvais pas laisser cela continuer un jour de plus. Cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, j'ai examiné les séquences de la caméra cachée. Elle avait tout capturé, Marcus me claquant contre le mur, le cadre photo tombant, lui me frappant, Emma criant et courant pour me protéger, la pure terreur sur son visage. Elle a également capturé le moment où Marcus avait regardé Emma avec colère, où il semblait tout à fait possible qu'il la blesse aussi. L'audio a capté tout ce qu'il avait dit, y compris la menace que son papa en prendrait plus si elle n'allait pas dans sa chambre. C'était une preuve accablante, le genre de chose qui détruirait toute sympathie restante que quelqu'un pourrait avoir pour Marcus, qui rendrait limpide que cela ne concernait pas seulement un conflit d'adultes, mais un enfant traumatisé et mis en danger. J'ai fait plusieurs copies de ces séquences, les téléchargeant sur un stockage cloud sécurisé, et j'ai su qu'il était temps de passer à la phase finale de mon plan. Le lendemain matin, j'ai contacté ma avocate. Elle s'appelait Rebecca Chen, et elle était spécialisée en violences domestiques et en droit de la famille. Je l'avais contactée quelques semaines après l'échange, jetant les bases, ayant une consultation initiale où j'avais expliqué la situation et lui avais montré quelques preuves préliminaires. Lors de cette réunion, elle avait été prudente mais intriguée, m'avertissant des risques de ce que je faisais, mais reconnaissant aussi que si je pouvais tout documenter minutieusement, j'aurais un dossier solide. Maintenant, j'étais prêt à aller de l'avant. Nous nous sommes rencontrés à son bureau un matin de semaine, et j'ai apporté tout. Mon ordinateur portable avec les enregistrements et les séquences vidéo, mon téléphone avec des milliers de messages et de photos, les dossiers médicaux, les déclarations imprimées des témoins, la documentation financière montrant le vol, tout organisé dans des dossiers et fichiers clairement étiquetés. Rebecca a tout passé en revue méthodiquement, et j'ai regardé son expression passer de l'intérêt professionnel au choc sincère à ce qui ressemblait à de la colère au nom de mon frère. Quand elle a fini d'examiner tout, elle s'est assise sur sa chaise et m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit, c'est l'un des cas de violence domestique les plus minutieusement documentés que j'ai jamais vus. La preuve est écrasante. Nous pouvons absolument poursuivre cela, et je suis convaincu que nous allons gagner. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, ce que vous avez fait, entrer dans la vie de votre frère, subir cet abus, recueillir ces preuves, c'est extraordinaire. C'est aussi incroyablement dangereux, et je suis heureuse que vous soyez prêt à y mettre fin maintenant, avant que quelque chose de pire ne se produise. Nous avons discuté de la stratégie pendant les 2 heures suivantes. Elle a exposé la voie légale, accusation criminelle pour voies de fait et coups et blessures,
plusieurs chefs d'accusation puisqu'il y avait plusieurs incidents documentés, ordonnances restrictives non seulement contre Marcus et Derek, mais potentiellement contre Jennifer aussi, étant donné sa complicité documentée, arrangement d'urgence pour la garde d'Emma pour la sortir immédiatement de cette maison et la placer sous la seule garde de mon frère, et motif de divorce au nom de mon frère. Avec des preuves qui rendraient presque impossible pour Jennifer de contester les termes ou de se battre pour la garde. Rebecca a expliqué que la force des preuves signifiait que nous pouvions agir rapidement, que nous pouvions obtenir des ordonnances de protection d'urgence en quelques jours et faire arrêter Marcus et Derek dans la semaine. Mais je voulais plus que cela. Je lui ai parlé de mon plan pour le dîner de famille, pour l'exposition publique, pour s'assurer que tous ceux qui avaient soutenu Marcus et Derek voient exactement qui ils étaient. Rebecca a d'abord hésité, inquiète des risques, de la possibilité de violence si nous les confrontions directement. Mais je l'ai convaincu que c'était nécessaire, que les conséquences légales n'étaient pas suffisantes, que je voulais aussi des conséquences sociales. Je voulais que leur réputation soit détruite, que ceux qui les avaient soutenus soient forcés de reconnaître ce qu'ils avaient soutenu. Que leur façade de respectabilité soit arrachée devant tous ceux qui comptaient pour eux. Finalement, Rebecca a accepté, mais sous certaines conditions. Premièrement, nous allions nous coordonner avec la police, nous assurant qu'ils étaient en attente à proximité au cas où les choses dégénéreraient. Deuxièmement, nous obtiendrions les ordonnances de protection d'urgence et les mandats d'arrêt prêts à l'avance, de sorte qu'ils seraient en vigueur immédiatement après le dîner, peu importe ce qui se passerait. Troisièmement, Emma serait en sécurité loin de la maison, restant avec un adulte de confiance avant toute confrontation. Et quatrièmement, je porterais un micro-enregistreur pendant le dîner, enregistrant tout comme sauvegarde au cas où ils essaieraient de prétendre plus tard que les choses ne s'étaient pas passées comme nous l'avions dit. J'ai accepté tout cela. Nous avons fixé une date pour le dîner 2 semaines plus tard, suffisamment de temps pour finaliser tous les documents légaux et se coordonner avec les forces de l'ordre. Dans les jours précédant le dîner, je me suis préparé méticuleusement. J'ai copié toutes mes preuves sur plusieurs clés USB, je me suis assuré que tout était sauvegardé dans un stockage cloud sécurisé auquel Marcus et Derek ne pourraient pas accéder, même s'ils découvraient ce qui se passait et essayaient de détruire les preuves. J'ai informé Rebecca de ce que je prévoyais de dire et de montrer exactement. Et elle m'a aidé à monter une présentation, une compilation soigneusement organisée d'enregistrements audio, de photos, de séquences vidéo et de documents qui rendraient impossible pour quiconque de nier ce qui s'était passé. Nous l'avons chronométrée pour qu'elle dure environ 20 minutes, assez pour être complète sans perdre l'attention des gens, assez pour être dévastatrice sans être gratuite. J'ai également coordonné avec la police. Rebecca m'a mis en contact avec la détective Sarah Morrison, qui travaillait dans l'unité de violence domestique. Je l'ai rencontrée au poste de police, apportant mes preuves, et je l'ai regardé les examiner avec la même expression choquée que Rebecca. La détective Morrison a posé des questions approfondies, s'assurant qu'elle comprenait la chronologie et le contexte. Elle était particulièrement intéressée par les séquences vidéo de l'incident avec Emma, les regardant plusieurs fois, sa mâchoire serrée de colère. Quand elle a fini d'examiner tout, elle m'a dit que c'était un cas clair, que Marcus et Derek seraient absolument arrêtés et inculpés, et que compte tenu de la gravité et de la documentation, ils seraient probablement détenus sans caution initialement. Elle a accepté de poster des officiers près de la maison pendant le dîner, prêts à intervenir si les choses tournaient mal et prêts à exécuter les mandats d'arrêt immédiatement après la confrontation. J'ai également pris des dispositions pour la sécurité d'Emma. J'ai parlé à Madame Alvarez, expliquant sans entrer dans trop de détails qu'il allait y avoir une situation familiale difficile et demandant si Emma pouvait rester avec elle pour la nuit. Madame Alvarez a accepté immédiatement, ne posant aucune question, me disant juste qu'Emma serait en sécurité et prise en charge. J'ai dit à Emma que c'était une soirée pyjama spéciale, la faisant paraître amusante et excitante, et elle a été ravie. Elle adorait Madame Alvarez, qui cuisinait des biscuits, racontait des histoires et la traitait comme une petite fille adorée. Le jour du dîner, j'ai déposé Emma chez Madame Alvarez dans l'après-midi, m'assurant qu'elle était loin avant l'arrivée de quiconque. J'ai envoyé les invitations au dîner, soigneusement formulées pour paraître sincères et conciliantes. J'ai appelé Marcus et Derek personnellement, adoptant ma meilleure voix vaincue et apologétique, et leur ai dit que je voulais faire amende honorable, que je réalisais que j'avais été difficile et que je voulais faire mieux, que j'espérais que nous pourrions tous nous réunir et arranger les choses. Marcus a gobé l'hameçon, sa voix dégoulinant de condescendance lorsqu'il a dit qu'il était heureux que je retrouve enfin la raison, qu'il était temps que j'arrête d'être une fillette et que je commence à agir comme un homme. Derek était tout aussi suffisant, faisant des blagues sur le fait qu'il y avait peut-être de l'espoir pour moi après tout. J'ai invité leurs parents aussi.
Linda, la mère de Marcus et Derek, et Robert, le père, ainsi que les tantes et oncles de Jennifer, quelques amis mutuels, essentiellement toute personne qui faisait partie du cercle social qui avait permis cet abus ou fermé les yeux. Je les voulais tous là. Je voulais qu'ils voient tous. Jennifer était ravie du dîner. Elle voyait cela comme ma reddition finale, acceptant enfin ma place, abandonnant enfin l'idée que je méritais d'être traité avec respect ou dignité. Elle s'est jetée dans la planification, décidant des plats du menu, s'agitant pour les détails, et excitée de montrer à sa famille que son mari avait finalement été brisé et rendu docile. C'était écœurant à regarder, mais j'ai joué le jeu, acceptant tout ce qu'elle suggérait, agissant comme le conjoint battu qu'elle pensait que j'étais devenu. À l'intérieur, je comptais les heures avant de pouvoir arracher le masque derrière lequel elle se cachait, avant de pouvoir montrer à tout le monde exactement quel genre de personne elle était. La nuit du dîner est arrivée. J'ai déposé Emma chez Madame Alvarez dans l'après-midi vers 15 heures. Madame Alvarez m'a lancé un long regard scrutateur lorsqu'elle a ouvert la porte. Et j'ai eu le sentiment qu'elle savait que ce n'était pas vraiment juste une soirée pyjama spéciale, qu'elle comprenait que quelque chose d'important était en train de se produire. Elle a serré mon épaule, m'a dit de faire attention et a dit qu'Emma pouvait rester aussi longtemps que nécessaire. Je l'ai remerciée, j'ai serré Emma dans mes bras et lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a serré en retour et a dit qu'elle m'aimait aussi. Et la pure innocence dans sa voix, la confiance, m'a rendu encore plus déterminé à aller jusqu'au bout. C'était pour elle. Tout était pour elle. Je suis retourné à la maison et j'ai commencé à cuisiner, suivant les plans de menu élaborés de Jennifer. À 18 heures, la maison était prête. La table était mise, la nourriture préparée, la batterie de la caméra cachée entièrement chargée, le projecteur que j'avais installé dans le coin prêt à l'emploi, et mon téléphone entièrement chargé et prêt à tout enregistrer. J'avais également été équipé d'un micro-enregistreur par la détective Morrison plus tôt dans la journée, un petit microphone scotché à ma poitrine sous ma chemise, transmettant tout à un dispositif d'enregistrement, et également à la police qui était positionnée à 2 pâtés de maison. J'étais prêt. Tout était en place. Tout ce qui restait était que les invités arrivent et que je fasse éclater le piège que j'avais mis cette semaine à construire. Les gens ont commencé à arriver vers 18h30. Marcus et Derek sont arrivés ensemble comme toujours, bruyants et exubérants, portant des caisses de bière comme s'ils nous rendaient service. Jennifer les a accueillis avec des câlins et des rires, et ils se sont installés dans le salon comme des rois tenant leur cour. Leurs parents sont arrivés ensuite, Linda l'air élégant et composé, Robert bourru et distant comme d'habitude. La tante de Jennifer, Carol, et l'oncle Mike sont venus avec 2 couples qui étaient des amis mutuels. Des gens qui avaient été à diverses réunions de famille où j'avais été humilié et n'avais rien dit. La maison s'est remplie de bruit et de conversation. Tout le monde était de bonne humeur, complètement inconscient de ce qui allait arriver. Le dîner s'est déroulé sans heurts. Tout le monde mangeait, buvait et parlait. J'ai joué l'hôte parfait, m'assurant que les verres restaient pleins, répondant poliment aux questions, étant déférent et discret. Marcus a fait plusieurs blagues à mes dépens pendant le repas, et tout le monde a ri, y compris Jennifer. Derek a partagé une histoire sur un barbecue familial où Marcus m'avait remis à ma place, et les gens ont gloussé comme si c'était drôle plutôt qu'horrifiant. J'ai souri poliment et n'ai rien dit, j'ai juste continué à remplir les boissons et à débarrasser les assiettes. À l'intérieur, j'étais tendu comme un ressort, mon cœur battant, l'adrénaline me donnant envie de trembler des mains. Je me suis forcé à respirer lentement, à rester calme, à attendre le bon moment. Après le dîner, j'ai suggéré que nous passions tous au salon pour le dessert et le café. Tout le monde a accepté, se déplaçant vers les canapés et les chaises, s'installant avec l'estomac plein et de bonne humeur. J'ai servi du café et des tranches de tarte. Et une fois que tout le monde a été servi, j'ai demandé leur attention. La pièce s'est tue, tous les regards se tournant vers moi avec une curiosité modérée. J'ai vu Marcus sourire, s'attendant probablement à un discours pathétique de gratitude ou de pardon. Jennifer souriait, contente que son plan pour un dîner de réconciliation semble fonctionner. Tous les autres avaient juste l'air poliment intéressés, attendant d'entendre ce que j'avais à dire. J'ai marché vers le projecteur que j'avais installé dans le coin, je l'ai allumé, et la première image est apparue sur le mur. Une photo de mon visage meurtri prise après un des passages à tabac de Marcus. Les bleus, violets et jaunes ressortaient nettement contre ma peau. Ma lèvre fendue était visible, un œil enflé, presque fermé. La pièce est devenue complètement silencieuse, le genre de silence lourd et suffocant où l'on peut entendre les gens respirer et se déplacer inconfortablement.
J'ai laissé l'image rester là pendant un long moment, laissant tout le monde l'absorber avant de parler. Je veux vous montrer quelque chose à tous, ai-je dit, ma voix stable et calme. Rien à voir avec le ton vaincu et apologétique qu'ils avaient l'habitude d'entendre de moi. Je veux vous montrer ce qui s'est passé dans cette maison au cours de la dernière année. Je veux que vous voyiez exactement qui sont Marcus et Derek, et je veux que vous voyiez ce que Jennifer a permis qu'ils se produisent. Puis j'ai appuyé sur lecture du premier enregistrement. La voix de Marcus a rempli la pièce, claire et indubitable, me disant que j'étais bon à rien, que je devrais me suicider, que j'étais un embarras pour la famille. On pouvait entendre le bruit de lui me frappant en arrière-plan, le bruit sourd indubitable du poing contre la chair. M'entendre halter de douleur, essayant de dire quelque chose, mais étant coupé par un autre coup. On pouvait entendre Derek rire, ce rire aboyé cruel, encourageant Marcus, disant « frappe-le encore. Il a besoin d'apprendre. » L'enregistrement a duré environ 90 secondes. Et pendant ce temps, l'atmosphère dans la pièce a complètement changé. Le confort douillet d'après-dîner s'est évaporé, remplacé par un choc et une tension si épais qu'on aurait pu les couper au couteau. J'ai regardé leur visage. Le sourire de Marcus avait disparu instantanément, remplacé par le choc qui s'est rapidement transformé en rage. Son visage a rougi, et il a commencé à se lever, mais son père a saisi son bras, le tirant vers le bas, lui sifflant de rester assis. Derek avait l'air paniqué, ses yeux dartillant autour de la pièce comme s'il cherchait une issue. Jennifer était devenue pâle, sa bouche ouverte, une main pressée contre sa poitrine. Linda, la mère de Marcus et Derek, avait des larmes aux yeux, son visage un masque d'horreur. Robert semblait confus, puis en colère, mais je ne pouvais pas dire si la colère était dirigée contre ses fils ou contre moi pour les avoir exposés. Les amis et la famille élargie semblaient mal à l'aise, se tortillant sur leur siège, certains d'entre eux commençant à réaliser qu'ils voudraient peut-être partir. J'ai laissé l'enregistrement se terminer, puis je suis passé calmement à la pièce à conviction suivante. J'ai affiché plus de photos sur le projecteur, les parcourant une par une. Des bleus sur mes côtes, mon dos, mes épaules, un œil au beurre noir, des jointures fendues d'où j'avais essayé de me défendre. Chaque photo était horodatée et datée. J'ai fourni le contexte pour chacune, ma voix toujours calme et mesurée. Celle-ci date du 15 avril, lorsque Marcus m'a coincé dans le garage et m'a frappé à plusieurs reprises parce que je lui avais demandé de partir. Celle-ci date du 3 mai, lorsque Derek m'a tenu pendant que Marcus me frappait aux côtes. Celle-ci date du 20 mai, lorsqu'ils ont amené leur ami Tony et que tous les trois m'ont battu. Marcus a finalement trouvé sa voix et a crié que c'était faux, que je mentais, que c'était un coup monté. Je l'ai regardé calmement et lui ai dit de s'asseoir et de se taire, qu'il aurait sa chance de tout nier après que j'ai fini de montrer les preuves. L'autorité dans ma voix a semblé le surprendre. C'était si différent du ton vaincu et apologétique auquel il était habitué. Et il s'est effectivement rassis, bien qu'il vibrât de rage. J'ai continué la présentation. J'ai montré des messages textes de Derek, des centaines d'entre eux, me donnant des ordres, se moquant de moi, me menaçant. J'ai montré des dossiers financiers documentant des milliers d'euros en retrait et frais non autorisés. J'ai joué plus d'enregistrements audio, différents incidents, construisant une image complète d'abus systématiques sur des mois. J'ai montré des messages textes entre Jennifer et ses frères, ceux où elle riait de mes plaintes, où elle permettait leur comportement, où elle faisait clairement savoir qu'elle se rangeait de leur côté plutôt que de celui de son propre mari. Puis j'ai joué la vidéo de l'incident avec Emma. Ce fut le moment qui a complètement brisé la pièce. La séquence montrait tout. Marcus me claquant contre le mur, le cadre photo tombant, lui me frappant, puis le visage terrifié d'Emma alors qu'elle criait et courait pour me protéger. On pouvait l'entendre pleurer, suppliant Marcus d'arrêter. Voir son petit corps essayant physiquement de l'éloigner de moi. On pouvait voir le moment où Marcus l'avait regardé avec colère, où il semblait sur le point de la frapper aussi. On pouvait l'entendre crier « Vous êtes méchants. Vous êtes de méchants hommes » et pleurer hystériquement. On pouvait voir sa terreur, son trauma, la peur pure sur le visage d'une enfant de 8 ans regardant son père se faire battre. Linda a laissé échapper un sanglot quand elle a vu ça. Plusieurs autres personnes ont halté ou fait des bruits de détresse. Jennifer avait commencé à pleurer, bien que je ne puisse pas dire si c'était par culpabilité ou juste par choc d'être exposé. Robert fixait ses fils avec une expression que je ne pouvais pas lire. Horreur mélangée à autre chose, peut-être le déni qui commençait à se fissurer. Les amis et la famille élargie semblaient horrifiés, certains d'entre eux se levant déjà,
voulant clairement quitter ce cauchemar dans lequel ils étaient tombés. J'ai laissé la vidéo jouer jusqu'à ce qu'elle montre Marcus menaçant Emma, lui disant que son papa en prendrait plus si elle n'allait pas dans sa chambre, jusqu'à ce qu'elle montre Emma s'enfuyant en sanglotant. Puis je l'ai arrêté et je me suis tourné vers la pièce. J'ai dit, c'est ce qui s'est passé. Pendant plus d'1 an, Marcus et Derek sont venus dans cette maison et m'ont abusé. Ils m'ont battu, menacé, volé et terrorisé ma fille. Et Jennifer, je me suis tourné pour la regarder directement. Tu étais au courant de tout. Tu as regardé cela se produire. Tu as ri avec leurs blagues. Tu as permis tout cela parce que l'approbation de tes frères est plus importante pour toi que la sécurité de ton mari ou le bien-être de ta fille. Jennifer a essayé de parler, a essayé de dire quelque chose sur le fait de ne pas savoir que c'était si grave, sur le fait de penser que ce n'était que des dynamiques familiales, mais je l'ai coupé. J'ai affiché les messages textes entre elle et ses frères sur le projecteur, ceux où elle savait clairement ce qui se passait et choisissait de le permettre. Je les ai lus à haute voix, ma voix dure. Derek t'envoie un message, est-ce que ton mari va encore faire sa petite histoire si on vient ce soir? Et tu réponds, probablement, mais ne t'inquiète pas, je gère. Marcus t'envoie un message, j'ai dû le remettre à sa place hier soir. Il devenait insolent. Et tu réponds, merci. Il en avait besoin. Je l'ai regardé. Tu savais. Tu faisais partie du plan. Puis je me suis retourné vers Marcus et Derek et j'ai porté le coup de grâce. J'ai déjà partagé toutes ces preuves avec mon avocate, avec la police, et avec vos employeurs. Marcus, Apex Builders a lancé une enquête interne sur votre conduite il y a 3 semaines. Ils ont trouvé des preuves de violence au travail, de violation de la sécurité et d'intimidation qui correspondent au comportement documenté ici. Vous allez être viré si ce n'est pas déjà fait. Derek, First National Bank a ouvert une enquête éthique sur votre conduite il y a 4 semaines. Ils ont trouvé des preuves de pratiques frauduleuses, de pots de vin et de mauvaise conduite. Vous allez également être viré si ce n'est pas déjà fait. Et à partir de cet après-midi, des accusations criminelles ont été déposées contre vous deux pour voies de fait et coups et blessures, plusieurs chefs d'accusation. Des mandats d'arrêt ont été émis. La police est dehors en ce moment, attendant de vous prendre en charge. Des ordonnances restrictives d'urgence ont été accordées, vous tenant à l'écart de moi, d'Emma, et de cette maison de manière permanente. C'est fini pour vous deux. Vos carrières sont terminées. Vos réputations sont détruites, et vous allez faire face aux conséquences criminelles de ce que vous avez fait. La pièce a explosé. Marcus s'est jeté sur moi, son visage tordu de rage, criant des obscénités, mais il n'a pas fait 2 pas avant que Robert et oncle Mike ne l'attrapent, le retenant. Derek était debout aussi, criant que c'était un coup monté, que je les avais piégés, que rien de tout cela ne tiendrait au tribunal. Je l'ai juste regardé calmement et j'ai dit, tout ce que j'ai fait est légal et documenté. Vous vous êtes piégé vous-même. Vous avez choisi de venir dans cette maison nuit après nuit. Vous avez choisi de me frapper. Vous avez choisi de me menacer. Vous avez choisi de terroriser une enfant. Chaque mot, chaque action, chaque choix était le vôtre. Je l'ai juste documenté. Linda sanglotait ouvertement maintenant, fixant ses fils comme si elle ne les reconnaissait pas. Jennifer pleurait aussi, mais maintenant elle était en colère, me criant dessus, demandant comment je pouvais faire ça. Comment je pouvais détruire sa famille. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, la voix froide, je n'ai pas détruit ta famille. Tes frères l'ont fait quand ils ont décidé de battre ton mari. Et tu les as aidés quand tu as choisi de le permettre au lieu de l'arrêter. Tu veux blâmer quelqu'un? Regarde-toi dans le miroir. Il y a eu des coups violents à la porte d'entrée, et je suis allé l'ouvrir. La détective Morrison se tenait là avec 2 officiers en uniforme. Elle a regardé par-dessus mon épaule dans la pièce, a établi un contact visuel avec Marcus et Derek et a dit clairement, Marcus Patterson. Derek Patterson, vous êtes en état d'arrestation pour voies de fait et coups et blessures. Vous avez le droit de garder le silence. Marcus a essayé de s'enfuir. Il a vraiment essayé de se précipiter vers la porte arrière, mais les officiers étaient prêts pour cela et l'ont intercepté avant qu'il ne sorte du salon. Il s'est battu avec eux, criant et se débattant, et ils ont dû le maîtriser physiquement, forçant ses bras derrière son dos et lui passant les menottes. Derek n'a pas résisté, se tenant juste là, les mains en l'air, son visage livide alors qu'un autre officier le menottait. Les 2 hommes ont été informés de leurs droits pendant que leurs parents regardaient avec horreur, pendant que les amis et la famille élargie restaient figés,
pendant que Jennifer sanglotait dans le coin alors qu'ils étaient emmenés menottés. Marcus s'est tourné vers moi, son visage tordu de rage, et a craché, « Tu vas le regretter. Tu ne sais pas ce que tu as commencé. On va te détruire. On va tout prendre. » Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, « Tu as déjà essayé de me détruire pendant plus d'1 an. Tu as essayé de me briser, de me faire sentir impuissant et inutile, mais je ne suis plus ta victime, et je ne suis plus mon frère non plus. » Son visage est devenu vide de confusion à cette dernière déclaration, mais avant qu'il ne puisse la traiter, les officiers l'ont tiré vers la porte. Ils ont été chargés dans des voitures de police et emmenés, et soudain, la maison était beaucoup plus calme. Juste le son doux de Linda pleurant et la respiration saccadée de Jennifer et les gens se déplaçant inconfortablement. Je me suis tourné vers les invités restants et j'ai dit, « Je pense qu'il est temps pour tout le monde de partir. Si quelqu'un veut des copies des preuves pour sa propre compréhension de ce qui s'est passé, je peux les fournir. Sinon, veuillez partir. » La plupart des gens ne pouvaient pas partir assez vite. Les amis et la famille élargie se sont pratiquement enfuis, offrant des condoléances maladroites ou des excuses, ou partant simplement dans un silence choqué. Linda s'est approchée de moi avant de partir, les larmes coulant sur son visage, et a dit, « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il faisait ça. » Je l'ai regardé, j'ai vu l'horreur sincère et le regret dans ses yeux, et une partie de ma colère s'est légèrement adoucie. J'ai dit, « Peut-être que vous ne connaissiez pas l'étendue de la situation, mais il y avait des signes. Il y a eu des moments où vous auriez pu poser des questions, où vous auriez pu faire attention, où vous auriez pu vous demander pourquoi votre gendre avait l'air de plus en plus effrayé et abattu. Ces signes étaient là. Tout le monde a choisi de ne pas les voir. » Elle a hoché la tête, pleurant plus fort, et est partie avec Robert, qui n'avait toujours pas dit un mot. Il ne restait que Jennifer et moi dans le salon. Elle était assise sur le canapé, son visage marbré d'avoir pleuré, et elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. « Comment as-tu pu » a-t-elle demandé, sa voix brisée. « Comment as-tu pu faire ça à ma famille? À moi? On va tout perdre à cause de toi. » Je me suis assis en face d'elle, soudain épuisé. L'adrénaline qui me maintenait commençait à s'estomper. J'ai dit, « Jennifer, tes frères ont battu ton mari pendant plus d'1 an. Ils ont terrorisé ta fille. Ils ont volé de l'argent. Ils ont transformé ton foyer en un lieu de peur et de violence. Et tu les as laissés faire. Tu les as soutenus. Tu as choisi leur approbation plutôt que la sécurité de ta famille. Cela ne s'est pas produit à cause de moi. Cela s'est produit à cause des choix que toi et tes frères avez faits, encore et encore. » Elle a secoué la tête, toujours dans le déni, et a dit, « Mais ils étaient justes. Ils étaient juste des frères. Ils me protégeaient, s'assurant que tu me traitais bien. » J'ai laissé échapper un rire amer. « Te protéger de quoi? D'un mari qui t'aimait et voulait construire une vie avec toi. Il ne te protégeait pas, Jennifer. Il te contrôlait et il l'abusait. Et tu les as laissés faire parce que c'était plus facile que de leur tenir tête. Plus facile que de choisir ton mari plutôt que tes frères. » Je me suis levé alors et je lui ai dit que les papiers de divorce seraient déposés dans la semaine, que mon frère, le vrai, car je n'allais plus cacher cela, demanderait la garde exclusive d'Emma, et qu'elle devrait prendre un avocat. Elle m'a regardé, confuse, commençant à demander ce que je voulais dire par « le vrai ». Et c'est là que j'ai décidé de lui dire la vérité. J'ai dit, « Je ne suis pas ton mari. Je suis son frère jumeau. Il est venu me voir il y a 7 semaines, couvert de bleu, terrifié, brisé. Il m'a demandé d'échanger nos places pour qu'il puisse s'échapper et guérir. Alors, je suis entré dans sa vie, j'ai pris sa place, et j'ai vécu ici, subissant l'abus qu'il subissait, documentant tout, montant un dossier pour détruire les hommes qui le détruisaient. Ton mari est en sécurité loin de toi et de tes frères, et il a guéri. Et j'ai rassemblé des preuves pour m'assurer que Marcus et Derek, et toi, fassiez face aux conséquences de ce que vous avez fait. Tout ce que vous lui avez fait au cours des 7 dernières semaines, vous me l'avez fait. Chaque coup, chaque insulte, chaque moment de cruauté, je l'ai pris pour lui et j'ai tout documenté. » Son visage a traversé une série d'expressions, confusion, incrédulité, choc, et finalement compréhension. Elle a murmuré, « Tu es son frère, tout ce temps ?» J'ai acquiescé. Elle a dit, « Mais tu étais. » Tout était. J'ai fini pour elle. Tout était exactement comme lui parce que j'ai étudié comment il bougeait, comment il parlait,
comment il avait été brisé par toi et tes frères. Je suis devenu lui si complètement que tu n'as jamais posé de questions. C'est à quel point il était brisé, Jennifer. Je pouvais entrer dans sa vie et jouer le rôle d'un homme battu et terrifié, et tu n'as rien remarqué de différent parce que c'est ce qu'il était devenu. Elle m'a fixé pendant un long moment, et j'ai vu quelque chose se briser derrière ses yeux. Une dernière pièce de déni s'est éparpillée. Puis elle a juste mis son visage dans ses mains et a sangloté. Je n'ai ressenti aucune sympathie. Je me suis levé, je lui ai dit que je resterais dans la maison ce soir, mais qu'elle devrait probablement aller chez ses parents, et je suis monté à l'étage dans la chambre d'amis que j'utilisais. Derrière moi, je l'ai entendu pleurer, mais j'ai fermé la porte et je l'ai ignoré. C'était fait. Je les avais exposés. J'avais tendu le piège et ils étaient tombés dedans. Tout le reste se déroulerait à partir de là, les procédures légales, les conséquences, la reconstruction. Mais la partie la plus difficile, la partie dangereuse où j'avais dû subir des abus et endurer et jouer un rôle, c'était terminé. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé mon frère au chalet. Il a répondu à la première sonnerie, sa voix serrée par l'anxiété, et m'a demandé comment cela s'était passé. Je lui ai raconté. Je lui ai tout raconté sur le dîner, sur les preuves, sur les réactions, sur l'arrestation de Marcus et Derek, sur la complicité de Jennifer qui avait été exposée, sur le fait que c'était enfin terminé. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis je l'ai entendu pleurer. De grands sanglots haletants de soulagement et de libération. Il a dit « Merci. Merci. Je ne sais pas comment te remercier assez. » Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de me remercier, qu'il était mon frère et que je le referais sans hésiter. Je lui ai dit de rester au chalet encore quelques jours pendant que les choses se réglaient, puis il pourrait rentrer chez lui dans son nouvel appartement, celui que je l'avais aidé à trouver et à aménager loin de cette maison, de Jennifer et de sa famille. Il a dit qu'il le ferait. Et nous avons parlé encore un moment, traitant tout. Nous étions tous les deux épuisés et soulagés, et luttant toujours pour croire que c'était vraiment fini. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la pièce silencieuse, sentant les bleus me faire mal, sentant l'épuisement s'installer dans mes os. Et je me suis permis de respirer. C'était fait. Le cauchemar était terminé. Et demain, le vrai travail de guérison, de justice et de reconstruction commencerait. Mais ce soir, je me suis juste laissé ressentir le soulagement d'avoir survécu, d'avoir réussi, d'avoir protégé mon frère et ma nièce des hommes qui avaient essayé de les détruire.